Quand on entre dans ce mémorial du camp de Rivesaltes, on est confronté à l'histoire d'un drame, l'histoire d'un siècle des guerres, d'un siècle des déplacements forcés de population, d'un siècle des camps. Le 21e siècle commence. Là, nous sommes en 2015. Le mémorial du camp de Rivesaltes est inauguré. Et que constatons-nous ? Il n'y a jamais eu autant de personnes déplacées dans le monde. Effectivement, le constat est grave. 60 millions de personnes déplacées sur l'ensemble de la planète, dont 20 millions de réfugiés, donc des personnes qui fuient la persécution, les guerres. Plus de réfugiés, plus de personnes déplacées à l'intérieur de leur territoire, comme la Syrie. La Syrie, c'est le grand conflit du XXIe siècle, comparable au Rwanda, à l'ex-Yougoslavie, voire aux conséquences de la Deuxième Guerre mondiale. 4 millions de réfugiés, 9 millions de personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays. Plus de la moitié de la population totale de la Syrie. C'est un échec flagrant de la capacité de la communauté internationale à prévenir des conflits et à les résoudre. Aujourd'hui, la durée moyenne d'un camp est de 17 années. Ce qui veut dire que pour beaucoup d'entre eux, les réfugiés naîtront et mourront dans un camp. Parlez-nous justement de ces différents types de camps. Parce qu'on voit bien la situation, le cas français, à Rivesaltes. Jusqu'il y a peu, il y avait un centre de rétention administratif. On pense à Sangatte. On pense aussi à ce qui était le camp d'internement pendant la guerre, le centre de déportation pour les Juifs de France. Enfin bon, donc on a différents types de camps, rien qu'à Rivesaltes ou rien qu'en France. Mais évidemment, actuellement, dans le monde entier... Effectivement, vous avez toutes sortes de camps. Vous avez des situations de quartiers, de villes qui sont appelés camps. Vous avez des villages qui sont des camps. Vous avez des populations, parfois jusqu'à 800 000 personnes, comme dans ce camp de Zaatari en Jordanie, en plein désert, qui accueille 150 000 personnes en son sein, dans un milieu qui est absolument pas adapté à la vie humaine et où les populations sont en marge de la société. Le camp, en général, malheureusement, c'est être en marge de la société. Et le HCR a, au fur et à mesure des années, évolué sur cette position. Nous cherchons désormais à convaincre les États d'accueillir les populations dans des centres urbains, dans des centres ruraux, plutôt que de les laisser dans une situation de camp. Aujourd'hui, très clairement, en France, il n'est pas indispensable, absolument pas, d'avoir des camps pour accueillir les personnes qui fuient la guerre ou la persécution. Il y a une loi d'asile qui permettrait de les accueillir dans la dignité, pas à travers un camp, mais à travers une assistance à ces personnes. Dans beaucoup d'autres situations dans le monde, les États n'ont pas le choix. Ils sont confrontés à des afflux massifs de population. Et ce n'est pas, encore une fois, la situation dans l'Union européenne où 220 000 personnes sont venues demander à être admises au sein de l'Union européenne, qui est comparable avec la situation syrienne, où un pays comme le Liban a une population de réfugiés qui correspond au quart de sa population. On sait que l'après-première guerre mondiale a marqué une première révolution juridique avec l'invention de l'apatride et de la protection de l'apatride. Et puis, une organisation comme le Haut Commissariat aux réfugiés, le HCR, a été créée après la Seconde Guerre mondiale pour assurer cette protection durable des personnes civiles menacées par la guerre. Comment vous agissez? Quels sont vos terrains d'intervention et vos capacités d'intervention?
Alors la Convention de Genève, qui a été créée en 1951, après la Deuxième Guerre mondiale, elle prévoit effectivement la définition d'un statut de réfugié protecteur si l'on est menacé de persécution pour des raisons liées à la race, à la religion, à l'appartenance à un certain groupe social, qui sont des conséquences directes de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, mais aussi auparavant, puisqu'autrefois, les régimes protecteurs qui avaient été initiés par la Société des Nations à travers le passeport Nansen, c'était pour les Assyriens chaldéens, pour les Russes, et ensuite, ce n'est pas aller beaucoup plus loin que les Arméniens, puisque le consensus international n'a pas permis, dans les années 30, aux Juifs d'être protégés par un régime juridique international. La grande avancée de l'après-Seconde Guerre mondiale, c'est la définition générale des réfugiés et qu'elle n'est pas circonscrite au territoire européen. La Seconde Guerre mondiale a marqué un tournant dans l'histoire du monde, mais aussi dans l'attitude des œuvres d'assistance, des grandes structures internationales. Qu'est-ce qu'on fait face à l'horreur absolue, face au génocide organisé des Juifs d'Europe? On se tait, on parle, on sait ce qu'a été le silence de la Croix-Rouge, on sait les contradictions dans lesquelles se trouvaient les œuvres d'assistance, à Rivesaltes comme ailleurs. Si on veut être présent, il faut être légal, mais si on est en légalité, on cautionne. Nous sommes confrontés à cette équation continuellement, car nous sommes parfois dans des États de droit, parfois dans des États qui le sont moins, mais qui néanmoins accueillent un nombre considérable de personnes. Alors il faut un certain degré de pragmatisme pour que la réponse soit assurée et que les personnes soient secourues, notamment dans les premières arrivées, les premières heures des arrivées, mais les principes humanitaires peuvent être, s'ils ne sont pas respectés, dénoncés par un ensemble d'acteurs. MSF a eu un rôle très important en dénonçant certaines situations en Éthiopie, lorsque un transfert de population pour les mettre dans des camps a été évoqué. Mais comment vous faites avec les nouvelles guerres, les nouvelles formes de conflictualité, Daesh, le terrorisme, qui évidemment dépassent les schémas traditionnels des États-nations et des frontières Aujourd'hui, dans certaines zones, nous ne pouvons plus opérer car les principes de la Croix-Rouge internationale et le principe d'asile ne sont pas forcément respectés par des entités comme Daesh. Donc ça, c'est une première difficulté, l'accès aux populations. L'autre, c'est de faire en sorte que les camps, s'il y a camps, gardent le caractère civil et humanitaire. Comment s'assurer que le camp ne devienne pas une base arrière ou une base de recrutement pour des populations. Et plus les jeunes, notamment, sont dans un état de dénuement, sans éducation, sans occupation, plus ils sont une proie facile pour des militants qui sont prêts à les recruter à n'importe quel prix. Donc aujourd'hui, la réponse que nous devons organiser dans ces camps, c'est assurer non seulement l'approvisionnement en eau, en aliments, un endroit protégé pour que les personnes puissent rester, mais aussi l'éducation. Et c'est là où le bas blesse, où avec les conflits qui sont de plus en plus nombreux, y compris des catastrophes naturelles qui peuvent engendrer des déplacements de population, la réponse de ce qu'on appelle la communauté internationale à travers des financements de la réponse est de plus en plus limitée. Et vous tombez dans des situations de gestion de camps qui peuvent être en deçà des conditions minimales qui sont demandées aux États de respecter. Voyez, vous entendant, je suis absolument frappé par le poids de l'histoire dans votre action d'aujourd'hui ou de l'action de vos prédécesseurs hier, et comment, en quelque sorte, l'histoire et la mémoire agissent encore bien longtemps après les événements traumatiques. Ainsi, la mémoire est dans l'histoire. Et cela se confirme à Rivesaltes même. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, on avait toujours les bâtisses, mais on n'avait plus la mémoire de ces indésirables étrangers, comme on les appelait, qui avaient été internés là. Et puis est venue la guerre d'Algérie, et les harkis, enfermés dans le même lieu.
On n'avait toujours pas la mémoire, après, de cet enfermement à Rivesaltes. C'était en quelque sorte des camps sans mémoire. Il a fallu des décennies avant que, de la société civile d'abord, surgisse un mouvement relayé ensuite par des responsables politiques qui aboutissent à la construction de ce lieu en 2015, le mémorial du camp de Rivesaltes. Un mémorial qui nous sert à comprendre cette histoire complexe, bien sûr, mais un mémorial qui nous sert aussi à comprendre le présent.